Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Une des grandes questions concernant les algorithmes récursifs est celle de leur terminaison. Dans la mesure où l'exécution d'un tel algorithme déclenche l'exécution d'une ou plusieurs instances de ce même algorithme, on peut et on doit même se poser la question de la façon dont une telle récursion met fin à elle-même, sans quoi l'algorithme serait un cas pathologique qui n'aboutit jamais à rien de définitif. C'est le sujet du présent clip. De la façon la plus abstraite, un algorithme récursif obéit au schéma suivant. Comme d'habitude, on peut le représenter comme une table en trois parties. La première partie définit son nom, la deuxième partie définit les données qu'il attend en entrée et la solution qu'on attend de lui en sortie. La troisième partie définit le corps de l'algorithme qui, dans le cas d'un algorithme récursif, comprend au moins une invocation récursive de ce même algorithme. Cette invocation récursive vise cependant à résoudre un problème similaire à l'original, mais portant sur des données d'une complexité inférieure à celle du problème original, dans l'espoir qu'une solution facile soit applicable dans ce cas plus simple. Tel que nous venons d'esquisser le schéma d'un algorithme récursif, il cache cependant le problème critique de sa terminaison. En effet, si notre algorithme original invoque une instance de lui-même, et cette instance fait de même, ainsi que la suivante, et toutes les autres, on a en fait défini un algorithme qui n'en finit pas d'invoquer des sous-instances de lui-même, lesquelles ne fournissent jamais de résultat, ce qui ne mène donc jamais à une solution quelconque, même fausse. Sans qu'on lui définisse une condition de terminaison, un algorithme récursif va se lancer dans une boucle infinie qui continue à invoquer des sous-instances sans jamais aboutir à une solution concrète. Pour s'assurer qu'un algorithme récursif se termine après un nombre fini d'auto-invocations, il faut impérativement que son schéma dispose d'une condition explicite de terminaison. Revoyons donc dans ce sens notre algorithme récursif original. Appelons X l'ensemble des données qu'on lui fournit en entrée et appelons Y l'ensemble des données formant la solution qu'il fournit en sortie. Quelque part dans le corps de notre algorithme doit figurer un test d'une ou plusieurs conditions portant sur tout ou partie des données en entrée X. Ce test se trouve souvent, comme ici, en tête du corps de l'algorithme, vu qu'il consiste typiquement à identifier le, ou en tout cas un des problèmes simples pour le ou lesquels il existe une solution triviale. Si ce test est positif, l'algorithme applique en effet cette solution triviale pour produire en sortie les données Y en fonction des données en entrée X. Dans ce cas, l'algorithme se termine sans invoquer d'autres instances simplifiées de lui-même. Si par contre ce test est négatif, l'algorithme procède de façon à réduire le problème donné à un problème plus simple, à résoudre pour lequel il peut invoquer récursivement une ou plusieurs instances de lui-même sur des ensembles de données réduits X', dans le but d'obtenir des solutions partielles Y', qui pourront à terme être réassemblées pour fournir la solution escomptée Y au problème original. Prenons à présent un exemple concret d'algorithme récursif pour saisir son déroulement et sa terminaison. Le problème de la somme des n premiers nombres entiers positifs. Selon l'approche récursive habituelle, nous faisons l'hypothèse que si l'on peut résoudre le problème pour n nombres, on peut le résoudre pour n plus 1 nombre selon la formule la somme des n plus 1 premiers nombres est égale à la somme des n premiers nombres plus le n plus unième nombre. Notez au passage que le recours à la récursion et le problème de sa terminaison se présentent dans le calcul de toute entité qui est définie par une équation récurrente telle que celle donnée dans le présent exemple. Voyons maintenant comment convertir cette formule récursive en un algorithme selon notre formalisme habituel en trois parties. Appelons cet algorithme somme des premiers entiers, fournissons-lui en entrée le nombre n d'entiers positifs à additionner et stipulons que nous attendons en sortie la somme de ces n premiers nombres. La fameuse condition de terminaison correspond au cas trivial où n est nul. Par mesure de sécurité, il est sage d'étendre ce test
au cas pathologique où n serait négatif. Cela ne devrait pas arriver, mais on veut s'assurer que l'algorithme se termine même si on lui fournit en entrée une valeur de n insensée. Si on se trouve dans le cas trivial, la solution pour la somme de aucun nombre entier est évidemment 0. On aurait éventuellement pu distinguer le cas n égale 0 du cas n négatif et produire dans ce dernier cas un résultat égal à -1 par exemple, pour souligner une erreur quand le problème n'a pas de sens dans le cas n négatif. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand n est positif, l'algorithme s'invoque récursivement en espérant obtenir une solution au problème dans un cas plus simple, en l'occurrence le calcul de la somme m des n-1 premiers nombres entiers. Et dans ce cas, par inférence, la somme des n premiers entiers est évidemment égale à l'addition de n à m. Simulons alors le déroulement et la terminaison de l'exécution de cet algorithme dans le cas où n égale 3. L'invocation principale de l'algorithme va commencer par comparer n, c'est-à-dire 3, à 0. Le test étant négatif, il n'exécute pas la branche grisée alors, mais au contraire la branche sinon. Celle-ci invoque l'algorithme récursivement avec cette fois n égale à 2. Cette deuxième invocation commence aussi par comparer n, c'est-à-dire cette fois-ci 2, à 0. Le test étant toujours négatif, il n'exécute pas la branche grisée alors, mais au contraire la branche sinon. Celle-ci invoque alors, à nouveau, l'algorithme avec cette fois n égale 1. Cette troisième invocation commence à nouveau par comparer n, c'est-à-dire cette fois-ci 1, à 0. Le test étant toujours négatif, il n'exécute pas la branche grisée alors, mais au contraire la branche sinon. Celle-ci invoque alors une quatrième fois l'algorithme, avec cette fois-ci n égale 0. Cette quatrième invocation commence une fois de plus par comparer n, c'est-à-dire cette fois-ci 0 à la valeur constante 0. Le test étant cette fois-ci positif, il laisse de côté la branche grisée sinon, mais exécute au contraire la branche alors, qui met s de 0 à 0. Ainsi se termine la récursion, qui fournit donc S0 égale 0 comme résultat de la quatrième invocation. Ce résultat est alors renvoyé à la troisième invocation. Celle-ci achève alors sa branche sinon en assignant à S1 la valeur n plus m, c'est-à-dire 1 plus 0, soit 1. Elle fournit donc comme résultat en sortie la somme du premier nombre est égale à 1. Ce résultat est alors renvoyé à la deuxième invocation. Celle-ci achève alors sa branche sinon en assignant à S de 2 la valeur n plus m, 2 plus 1 égale 3. Elle fournit donc comme résultat en sortie la somme des deux premiers nombres est égale à 3. Ce résultat est alors renvoyé à la première invocation. Celle-ci s'achève alors dans sa branche sinon en assignant à la somme des trois premiers nombres la valeur n plus m qui est égale à 3 plus 3, 6 dans ce cas-ci. Elle fournit donc comme résultat en sortie la somme des trois premiers nombres est égale à 6 et ce résultat est donc la réponse au problème original. Notons à ce stade que cet exemple nous a bien servi à illustrer le déroulement et la terminaison d'un algorithme récursif, mais ceci dit, certaines fonctions qui peuvent être calculées de façon récursive pourraient tout aussi bien l'être de façon différente. Par exemple, la somme des n premiers entiers que nous venons de calculer récursivement pourrait tout aussi bien être calculée de façon itérative comme la somme des valeurs d'un compteur i variant de 1 à n. Pour certaines de ces fonctions, il peut même exister une formule de calcul analytique. Ainsi, quand on y réfléchit, la somme des n premiers entiers n'est rien d'autre que n fois la valeur moyenne des nombres allant de 1 à n, c'est-à-dire n fois 1 plus n divisé par 2, n ou n plus 1 étant nécessairement divisible par 2. Un tel calcul analytique est souvent infiniment plus pratique que tout calcul itératif ou récursif. Pourquoi ? Parce qu'itération ou récursion sont nécessairement d'une complexité de l'ordre de n, alors qu'une formule analytique a beaucoup de chances d'être d'une complexité de l'ordre de 1.